Mesdames et messieurs, bonsoir. Le 26 mars dernier, lors d'une conférence virtuelle présidée par le roi Salman d'Arabie Saoudite, le G20 a pris une décision importante. Mobiliser 5 000 milliards de dollars pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie de la maladie à coronavirus. C'est dire que l'économie mondiale est fortement touchée par cette crise sanitaire. Et ça fait l'actualité, s'intéresse à la question. L'économie mondiale est menacée, industrie, bourse, commerce, tous les secteurs sont affectés par la crise sanitaire du Covid-19. Chaque Koné nous dresse un tableau de la situation dans l'élément qui va suivre. C'est au centre de la Chine, dans la mégalopole de Wuhan, qu'est apparue pour la première fois, en décembre 2019, l'épidémie du coronavirus, connue aussi sous le nom de Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé demande à la planète d'agir et d'agir vite face au virus venu de Chine. The vast majority of new cases are outside China. À cette période, l'on était loin d'imaginer que cette crise sanitaire au niveau provincial constituera aujourd'hui une menace pour l'économie mondiale. 3 mois après son apparition, le virus Covid-19 décime tout sur son passage. La croissance économique mondiale, pour qui l'on prédisait une reprise en 2020 de 3,3% contre 2,9% en 2019, n'est pas épargnée. Selon Oxford Economics, le coronavirus pourrait coûter 0,2 points de la croissance mondiale, résultante de la chute libre enregistrée par l'économie chinoise, considérée comme l'usine du monde avec 30% de la production mondiale. En termes d'impact immédiat, au niveau de la Chine, par exemple, on pourra constater une diminution de la production des différents produits. On aura tout de suite une envolée des prix, puisque les produits mis sur le marché vont se faire rares. Les usines chinoises ne seront plus performantes parce que tout le monde est cloîtré chez lui à la maison. Dans le secteur pharmaceutique, les médicaments pourraient connaître une hausse. Au-delà de l'impact sanitaire, le virus Covid-19 constitue un double choc au plan économique. Les chocs au niveau de l'offre et la demande mondiale. En effet, la Chine représente à elle seule plus de 40% de la consommation des matières premières dans le monde. Une chute inattendue de la demande de ces matières premières fait plonger les cours. On note effectivement la chute des coûts mondiaux au niveau du pétrole. L'or également est concerné par cette baisse. Les coûts mondiaux du caoutchouc sont également en chute. Et même parlant de l'huile de palme, on note également une baisse depuis quelques jours. Une situation ressentie immédiatement sur les différentes places boursières dans le monde. La dernière semaine du mois de février 2020, les bourses de Londres, Paris, New York et autres ont connu leur pire semaine après avoir perdu près de 13% en 4 jours. Conséquence, l'anxiété des investisseurs et opérateurs économiques grimpe à mesure que l'épidémie se répand et poursuit sa course folle. Baisse de l'activité économique, des secteurs tout entiers comme le textile, l'automobile et le tourisme sont touchés. Le secteur touristique européen a perdu 2 millions de nuitées hôtelières depuis janvier en raison de l'épidémie du coronavirus, soit 650 milliards de francs CFA de pertes par mois pour l'industrie touristique. L'annulation des grands événements économiques en Europe a enfoncé le clou. Salons, forums, marathons, foires, des annulations en cascade dans toute l'Europe, Paris, Berlin, Genève. Pour l'instant, alors moi je ne vois pas de véritable obstacle en réalité à la bonne marche des économies européennes. Il faut continuer d'observer et notamment attendre véritablement les mesures réelles de l'impact sur le premier trimestre 2020. Continuer d'observer, mais entre-temps, plusieurs entreprises, bien que basées loin des foyers de contamination, payent déjà le prix fort. Il faut absolument qu'on gère ce problème-là. Donc essaye de voir directement pour voir à quel moment est-ce que c'est les assurances qui prennent en charge. Réunion de crise dans cette entreprise basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, spécialisée dans l'accompagnement des structures et organismes nationaux africains à l'international. Elle subit de plein fouet les conséquences du ralentissement de l'activité économique dans le monde. Sur le salon de l'agriculture à Paris, nous avions des clients qui ont dû écourter bien entendu leur séjour. Donc forcément, en termes de coûts, ça a un impact très important et non négligeable. Depuis plus d'un mois, Oumar a perdu 20% de son chiffre d'affaires. On a annulé déjà 3 événements,
surtout les hommes d'affaires que nous devions emmener en Chine. Là, malheureusement, nous n'avons pas pu le faire. Comme Oumar, plusieurs opérateurs économiques en Côte d'Ivoire et en Afrique subissent les conséquences économiques du coronavirus, bien que l'Afrique soit relativement épargnée par l'épidémie. Les transporteurs maritimes en provenance des ports africains ont été obligés d'annuler leur escale sur les côtes chinoises. Un manque à gagner estimé à 175 milliards de francs CFA par semaine à l'échelle mondiale. Depuis le déclenchement de l'épidémie, c'est un peu plus de 700 milliards de francs CFA de pertes. Ajoutez à cela 2500 milliards de francs CFA de pertes par les compagnies aériennes mondiales, au nombre desquelles les fleurons de l'aviation africaine. Selon l'Organisation internationale de l'aviation civile, l'économie mondiale est sous perfusion, chute libre des cours des matières premières, jusqu'à quand la fin de la saignée. Voilà, je suis en compagnie du professeur Ngaladio Bamba. Il est professeur d'économie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocodié, chercheur au Centre ivoirien de recherche économique et sociale CIRES. Bonsoir, professeur. Bonsoir. En face du professeur Ngaladio Bamba, le docteur Arthur Banga, enseignant chercheur également à l'université Félix Houphouët-Boigny. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, il est clair que l'heure est grave sur le plan sanitaire. Est-ce qu'on peut en dire autant au niveau économique? Professeur Bamba. Merci. Avec ce qui se passe actuellement, et le reportage l'a bien montré, on sent que cette crise qui est d'abord sanitaire est en train de devenir fondamentalement également une crise économique. L'ensemble de l'activité économique au niveau mondial, en tout cas dans tous les grands pays, est aujourd'hui fortement perturbée à la suite de cette crise sanitaire-là. Professeur, docteur Banga, on a vu l'économiste Carus dans l'élément dit qu'il faut observer vers la fin de ce trimestre pour mieux évaluer l'impact économique. Est-ce que vous partagez cet avis aujourd'hui? Cet élément a été tourné en début de mois. Oui, l'évaluation, elle est dans un temps. Il y a des mesures, des conséquences qu'on peut sentir immédiatement, voilà, comme on l'a vu dans certains secteurs, notamment le transport, l'hôtellerie, le loisir, la consommation. On peut avoir des impacts maintenant. Il y a certains secteurs, par contre, qui vont nous devoir attendre sur un bon moment. Par exemple, le ralentissement global de l'économie mondiale, les taux de croissance qui ont été prévus, on va devoir attendre un petit temps, mais dès aujourd'hui, on peut déjà mesurer l'impact négatif. Et comme le professeur l'a dit, on va plus dur sera la chute parce qu'on va passer d'une crise sanitaire déjà très difficile à gérer, une crise sanitaire inouïe, une crise économique qui sera tout aussi inouïe que la crise sanitaire. L'heure est grave. Oui, et elle sera encore plus grave dans quelques mois parce qu'on va sentir maintenant plusieurs économies vont vivre maintenant ce que la Chine a vécu. En une semaine, les États-Unis ont connu 3 millions de chômeurs supplémentaires. C'est vous dire l'immensité de la tâche qui nous attend. Oui, c'est en même temps une crise sociale aussi. Oui, comme je le disais, avec cette crise du Covid-19, on est dans tous les sens de la crise. Pas encore la guerre militaire, heureusement, mais géographiquement, c'est la première fois qu'on va avoir une crise mondiale. La crise de 1929, même la crise de 2008, l'interconnexion des économies n'était pas très forte. Or là, on est en plein dans la mondialisation. Et donc la crise économique croit une ampleur géographique inouïe parce que aucun espace, aucun territoire, même le plus petit territoire sera touché du fait de la mondialisation. D'ailleurs, si la crise sanitaire devient très forte, c'est parce qu'on a une mondialisation. Mondialisation, c'est de flux humains, flux matériels, flux immatériels. Et donc, c'est sur ces flux humains-là qui ont permis à ce virus de quitter son berceau de Wuhan. Wuhan, d'ailleurs, qui est une ville très ouverte. C'est la ville où vous allez croiser plus d'Africains en Chine. J'ai eu la chance de la visiter il y a 3 ans et de toucher partout dans le monde. Donc, on est vraiment dans la mondialisation, une crise qui ne va rien épargner. Professeur Ngaladio Bamba, dans le monde, quelles sont les économies qui sont les plus touchées aujourd'hui par cette pandémie en termes d'impact économique? On a déjà la Chine qui a été fortement touchée. Ensuite, c'est les économies, j'allais dire, du G20 qui sont en train les premières à vraiment prendre le choc, j'allais dire, dans la face. Quand on vous dit aujourd'hui au niveau planétaire qu'on a 3 millions de personnes qui sont sous confinement, ça veut dire que 3 milliards de personnes qui ne travaillent pas pendant des semaines entières,
imaginez un peu le coût économique de tout ça. Les ressources humaines sont un facteur de production important. C'est le principal facteur de production, quand bien même il y a les machines, mais sans l'humain par derrière, même le robot, il a besoin d'être guidé. Donc, vous voyez un peu l'impact de tout cela. Donc, les grandes économies sont fortement frappées. C'est pourquoi, d'ailleurs, à côté de cette crise sanitaire, rapidement, on a vu une crise financière commencer à se manifester, et puis également une crise pétrolière qui vient s'entremêler. Donc, ça fait vraiment une conjonction de plusieurs crises, ne serait-ce qu'au plan économique. Est-ce qu'on peut revenir sur les secteurs? On a parlé des économies, maintenant les secteurs qui sont aussi affectés. J'aimerais aller quand même une petite précision sur les économies. Comme je l'avais dit dans mon propos et comme le professeur vient de le confirmer, je suis un peu historien, donc on fera un retour en arrière. Les principales crises qui ont marqué le monde, que ce soit en 1929, en 1975 ou en 2008, elles ont eu l'effet géographique circonscrit. Parce qu'en ce moment-là, la mondialisation était naissante. Et donc, on pouvait avoir des pays plus touchés que d'autres. En 2008, par exemple... C'était des crises circonscrites. Voilà, la crise mondiale de 2008, par exemple, le professeur était beaucoup plus actif que nous qui étions étudiants à l'époque. Vous allez remarquer que les économies africaines, surtout le secteur financier, étaient épargnées parce qu'on n'était pas vraiment imbriqués. Mais aujourd'hui, l'économie mondiale fait que tous les pays sont touchés. Et même les secteurs informels, on va venir au secteur, qui dit-on, échappent un peu aux lois. Mais aujourd'hui, ces secteurs informels sont touchés par les mesures qu'on prend. Imaginez-vous, en Côte d'Ivoire, depuis quelques semaines, les maquis, les restos sont fermés. Imaginez-vous ces familles qui vivent de ces revenus-là, qui vivent des petits maquis, des petits restos, vont s'évoluer dans ces secteurs. Donc, aucun secteur n'est épargné, justement par l'interconnexion des économies. Mais en même temps, j'aime bien la phrase « guerre sanitaire », parce que dans toute guerre, il y a une économie de guerre. Et donc, certains secteurs qui sont directement liés à la production, par exemple pharmaceutique, aujourd'hui, par exemple, la production des masques, la production des respirateurs, la production des lits en réanimation, la production de certains médicaments. Dans ces secteurs-là, on connaît un boom lié à l'activité, lié à l'activité ou à la nécessité du moment. À part ces secteurs-là, rien n'est épargné. Même les grands clubs de foot qui nous ont tous fait rêver à des contrats de millions d'euros, aujourd'hui, un club comme l'Atlético de Madrid n'arrive pas à payer ses joueurs. Donc vous imaginez qu'aucun secteur n'est épargné. Imaginez le secteur de l'automobile. Qui font des points chaque mois avec les confinements qu'on a aujourd'hui. Personne ne peut acheter ne serait-ce qu'un seul véhicule. Voilà. Donc, à part les secteurs liés à la production pharmaceutique, et puis un tout petit peu du fait du confinement, les secteurs de consommation en ligne, le reste, c'est vraiment le noir total. Alors, professeur Bamba, est-ce qu'on peut évaluer le préjudice économique à ce niveau? C'est toute la difficulté. Vous voyez, tous les experts qui en parlent aujourd'hui, on a vraiment du mal à donner des chiffres. Parce que c'est une crise inouïe. Il n'y a pas de référence par rapport à laquelle on peut la comparer. Du fait justement de cette interconnexion de l'ensemble des économies, vraiment personne ne peut se hasarder à donner des chiffres, même quand certains disent, au début du reportage, on nous disait que la Chine, ce serait 2 points de croissance de perdus. Mais certains sont en train de dire aujourd'hui que la Chine risque d'avoir un taux de croissance négatif. Faut-il craindre un écroulement du système économique mondial? Je ne pense pas qu'il va y avoir un écroulement en tant que tel, mais il va certainement avoir une réforme totale du système économique mondial. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que certains spécialistes le disent, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais certains disent que, par exemple, plus de 80% des molécules nécessaires à la production des médicaments, c'est fait en Chine. Et lorsque la Chine a été fortement touchée, comment approvisionner les autres pays qui ont besoin de ces molécules-là pour pouvoir continuer à produire des médicaments? Donc, vous voyez tous ces problèmes qui se posent. Donc là, c'est vraiment une interconnexion telle que, aujourd'hui, on voit également dans certains États qui étaient très, très libéraux, où l'État revient en force. Par exemple, aux États-Unis, qui auraient imaginé que le président des États-Unis va même obliger certaines entreprises à produire des respirateurs. La crise met à mal le système économique que nous avons observé jusqu'à présent. Donc le système économique tel qu'il fonctionnait, certainement, à l'issue de cette crise-là, il va avoir une nouvelle réflexion,
une nouvelle recomposition parce qu'on nous avait habitués à considérer que dans les relations économiques internationales, les pays qui sont compétitifs dans la production de certaines marchandises, il faut les laisser produire ça et les autres doivent les importer. Mais aujourd'hui, la question de la spécialisation. La question de la spécialisation se pose fondamentalement. Aujourd'hui, même les masques, vous voyez que même l'Europe attend des masques de Chine. C'est dire jusqu'où on avait poussé la spécialisation, alors que produire des masques, ce n'est pas une technologie très, très exceptionnelle qu'il faut. Donc voilà toute cette recomposition qui va se faire et chaque pays va se reposer des questions. Alors, en introduction, j'ai parlé de 5 000 milliards de dollars que le G20 s'apprête à injecter pour donner un second souffle donc, à l'économie mondiale. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de ce que c'est que cette organisation, le G20, professeur Bamba? Le G20, c'est le groupe des 20. Donc, en fait, c'est une émanation d'un autre sous-groupe qui est le G7, qui est les 7 économies qu'on considère comme étant les puissances mondiales. Les plus industrialisées? Les plus industrialisées, qui ont élargi leur cercle pour atteindre 19 pays exactement, avec un 20e membre qui est la Commission de l'Union européenne. Donc, ils se retrouvent régulièrement au niveau des ministres des Finances, au niveau des ministres du Commerce, et puis au niveau des chefs d'État, pour essayer d'orienter l'économie mondiale, corriger ce qui ne va pas, parce que ça a été créé à la suite des crises de la dette des années 90. D'accord. Monsieur Banga, 5 milliards de dollars, c'est à peu près 3 millions de milliards de francs CFA. Alors, c'est une somme faramineuse. Est-ce qu'elle est tout de même à la hauteur de l'ampleur des conséquences économiques de la pandémie du coronavirus dans le monde? Mais bien sûr. D'abord, rapidement pour ajouter à la réponse du professeur, on parle de gouvernance mondiale sur le plan financier et économique. Et au lendemain de la guerre, la gouvernance était assez aux mains des États-Unis. Et après la crise du dollar au milieu des années 70, on l'a élargi aux pays industrialisés avec eux. Donc on est passé au G7, ensuite l'URSS, donc G8. Et avec l'évolution de la mondialisation, on s'est rendu compte que justement, par les nouvelles règles de la mondialisation, à savoir, comme vous l'avez dit, les délocalisations et l'émergence de nouvelles puissances, pour que les décisions qu'on prend sur le plan financier s'appliquent réellement au monde, il faut que ces nouveaux acteurs qui prennent de plus en plus de place dans l'économie mondiale soient associés. Donc il y a le sommet du G7 et après celui du G20. Aujourd'hui, si on arrive à évoquer cette crise-là au niveau du G20, c'est parce qu'on a conscience que c'est une crise mondiale. Elle est extrêmement liée à la mondialisation, tant par sa diffusion que par ses conséquences. J'insiste là-dessus parce qu'il faut comprendre que même sur le plan sanitaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mondialisation, c'est des flux. Et aujourd'hui, les flux sont tellement forts qu'un virus né en Chine a touché le monde entier rapidement. Et donc, pour une meilleure réponse dans ces conditions, ne peut être qu'une réponse globale. Parce que si chaque pays se met à régler lui-même la question, on ne s'en sortira pas. Donc, les 20 puissances qui ont compris donc, la nécessité de jouer collectif, ont décidé donc de se réunir pour investir 5 000 milliards de dollars. Et clairement, c'est vraiment à la hauteur des attentes. On l'a dit tout à l'heure, la crise sera forte. Et comme le professeur l'a dit, toutes les logiques économiques, et même les logiques économiques libérales, voire ultralibérales, sont aujourd'hui battues en brèche. Et donc, pour ces pays, on va passer au retour de l'État, un État-providence qui va devoir investir massivement pour combler le gap, pour combler les déficits de ce déraillement économique. Voilà pourquoi les 5 000 milliards ont toute leur place pour combler l'activité économique, pour soulager les sociétés, pour aider les pays les plus fragiles, parce que vraiment... Comment cette somme peut-elle être distribuée ou prêtée aux différents États? Il y a plusieurs systèmes. L'annulation de dette, par exemple, ça peut être un aspect. L'investissement dans des domaines précis.
et pour certains États, le recours social pour compenser certains déficits sociaux qui seront nés de la crise. Par exemple, dans certains États, on décide par exemple de payer des loyers ou de faire des exonérations fiscales aux entreprises qui seront plus touchées. Et c'est à tout ça que doit servir normalement ces 5 000 milliards qui ont été décidés par le G20. Professeur Bamba, avant le G20, le Fonds monétaire international, le FMI, à travers sa directrice générale Kristalina Georgieva, annonçait que 50 milliards de dollars, autour de 30 000 milliards de francs CFA, étaient disponibles pour aider les pays. Oui. Un commentaire? Oui, un commentaire, mais je vais compléter un peu ce que je rapidement. Dit, très rapidement. C'est que les 5 000 milliards de dollars, bon, quand vous relativisez, ce n'est pas aussi élevé que ça. Ça représente à peine 6% du PIB de l'ensemble du G20. Donc, c'est à peine 6% de la richesse qu'ils peuvent créer par an. Donc, ce n'est pas aussi énorme que ça. Alors, si on revient sur la proposition du FMI, oui. Effectivement, très rapidement, le FMI et la Banque mondiale d'ailleurs se sont mis ensemble pour intervenir, notamment à l'endroit des pays en développement. 50 milliards de dollars. Pour le FMI et 12 milliards de dollars pour la Banque mondiale. Bon, la contribution de la Banque mondiale est plus orientée vers le renforcement des systèmes de santé. Et le FMI, ce qu'il met à disposition, c'est aider justement les États à gérer les difficultés budgétaires que les États vont rencontrer pendant cette période-là. Justement, dans ce montant de 50 milliards, il y a 10 milliards de dollars qui peuvent être captés sous forme de prêts à taux zéro en termes d'intérêt. Oui. Je pense que l'Afrique subsaharienne est visée par cette option. Oui, l'Afrique subsaharienne, même par les 40 milliards restants, parce que les 10 milliards, c'est pour les pays qui émargent, comme on le dit, au guichet IDA, c'est-à-dire les pays les moins avancés. Donc, pour leur permettre vraiment d'avoir des facilités, c'est à eux-là que cela est destiné. Maintenant, les pays qui sont relativement un peu plus solides, c'est-à-dire les pays à revenus intermédiaires, ils seront orientés sur l'autre guichet avec les 40 milliards. Alors, on voit quand même ce frémissement au niveau mondial. Si nous revenons à l'échelle africaine, nos organisations, qu'est-ce qu'on peut attendre d'elles, professeur Banga? Bon, faut d'abord comprendre que nos organisations n'ont pas les moyens qu'ont le FMI et la Banque mondiale, mais elles peuvent avoir un rôle important à jouer. Le rôle important à jouer, c'est d'abord dans la coordination des demandes, dans la coordination des aides et dans la surveillance du déploiement de ces aides-là. Elles ont tout à fait un rôle à jouer, et même dans les négociations, parce que travailler d'État en État dans une crise mondiale et qui va sans doute avoir des conséquences régionales, ce n'est pas toujours le plus intéressant. Et là, tout le travail de coordination, tout le travail d'accompagnement dans l'évaluation des besoins et même dans s'assurer que les fonds débloqués iront vraiment là où ils sont prévus. L'Afrique, les organisations africaines, l'Union africaine, la CEDEAO dans notre cas, ont un rôle important à jouer et même ne serait-ce que sur le plan monétaire. N'oublions pas que ce sont des banques centrales, notamment la BCAO, donc une banque ouest-africaine ou entre plusieurs pays qui gèrent. Donc il faut une coordination et ce rôle de coordination est assez important, va donner une place importante à nos institutions africaines dans le fonctionnement. Professeur Bamba, l'économie c'est aussi la prévision, l'anticipation. Alors, en tant qu'espèce, est-ce que les économistes du monde ont vu venir cette crise? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour la contenir? Apparemment, on applique des mesures curatives. En termes de prévention, on n'a pas senti la chose. Non, là, j'allais dire, ça a surpris tout le monde. Et comme les médecins le disent, c'est un virus qui a une vitesse de propagation très très rapide, plus rapide que les autres. Ça a surpris les économistes aussi? Ça a surpris les économistes parce que personne ne s'attendait à ça. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, nous étions sous des prévisions de croissance de l'ordre de plus de 7%. Aux États-Unis,
Également, ils avaient des prévisions de croissance très élevées en Europe, etc. Et tout le monde a été vraiment surpris par la virulence et la puissance du choc. Donc aujourd'hui, les mesures qui sont prises, et en plus la nature même de ces chocs-là est très difficile. Le dernier choc qu'on a connu était un choc financier. Donc on a vu comment les États ont pu intervenir assez rapidement. Mais là, il s'agit à la fois d'un choc sur l'économie réelle, sur la production, sur la demande, avec des effets tellement pervers que c'est difficile. Quand vous avez les gens qui ne peuvent pas aller au travail, ils doivent payer des loyers. Ils ne peuvent même pas sortir de leur maison, mais il faut qu'ils mangent. Alors, comment gérer ça? C'est pourquoi, d'ailleurs, aux États-Unis, où ils n'ont pas un système de protection sociale très développé, ce qui est suggéré, c'est de faire ce qu'ils ont appelé l'argent hélicoptère, c'est-à-dire on va virer des montants directement sur les comptes des gens pour leur permettre de pouvoir tenir un moment donné. Vous venez de parler de la Côte d'Ivoire, la transition est toute trouvée pour que nous apprécions les conséquences économiques de cette crise sur l'économie ivoirienne. Qu'est-ce que vous en dites? Les conséquences, elles commencent à se faire sentir. Déjà, on a des secteurs qui sont fortement frappés, comme cela a été dit, le secteur du tourisme, avec également le secteur des transports, qui sont fortement frappés. Tout ce qui est lié aux loisirs, à la restauration, etc., tous ces secteurs sont fortement frappés. Bon, et la difficulté dans des pays comme les nôtres, c'est que contrairement aux pays développés où le salariat est mieux développé, où on peut faire des interventions beaucoup plus ciblées, chez nous, on a plus de 80% de la population qui est dans le secteur informel. Alors, comment un gouvernement peut intervenir auprès de ceux-là? Ce n'est que par des portes indirectes. Il faut chercher à jouer sur le prix des biens. Il faut chercher à mettre à leur disposition le plus rapidement que possible les ressources alimentaires sans qu'il y ait des ruptures et aussi trouver des moyens pour qu'il y ait la capacité d'aller acheter. Or ça, dans des pays comme les nôtres où on a vraiment le secteur informel, où des gens, la majorité de la population vit au jour le jour, les mesures sont très très difficiles à prescrire dans ces cadres-là. Professeur Banga, justement, lorsqu'on regarde la structure de nos économies, celle de la Côte d'Ivoire, on sait que l'informel est très très présent dans une perspective de durcissement des conditions. Est-ce que nos États peuvent se permettre d'arrêter toute activité au niveau de l'informel pour des gens qui vivent au jour le jour de leurs activités? Bon, c'est avec beaucoup d'amertume que j'ai lu ce matin les propos du président béninois, Patrice Talon, sur cela. Mais bien avant, Dominique Strauss-Kahn, ancien boss de du FMI, avait signé une tribune il y a 1 ou 2 semaines déjà dans un journal panafricain de la place, je ne citerai pas de nom pour éviter la pub, qui avait déjà attiré l'attention sur ça, sur le fait qu'on risque dans notre pays d'avoir des crises sanitaires, mais la crise économique et sociale sera même plus grave que la crise sanitaire. Parce que justement, comme vient de le dire le professeur, prenons une mesure toute simple. Le projet l'a dit, aux États-Unis, on peut vous virer de l'argent sur votre compte. Mais en Côte d'Ivoire, il y a combien qui ont des comptes et comment les virer? Voici des questions. Donc le secteur informel sera vraiment éprouvé. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs l'occasion pour passer un message de sensibilisation. J'aimerais dire aux Ivoiriens, les conséquences seront graves. Voilà pourquoi il faut appliquer avec rigueur les consignes du gouvernement, les consignes de barrière, sortir le moins possible, prendre la distanciation sociale, briser nos habitudes. Il y va du fondement de notre nation. Voilà. Les gens n'ont pas souvent en tête la gravité de la situation. Je vous dis, chers compatriotes, la situation, elle est grave. Il faut que maintenant, nous appliquions plus que jamais les recommandations du gouvernement. Parce que sinon, la crise sociale qui va en découdre, nous serons tous victimes parce que nous n'aurons pas beaucoup de leviers pour pouvoir adoucir les conséquences graves que certains pays peuvent avoir. Donc je compte vraiment sur la responsabilité des Ivoiriens, tous autant que nous sommes, pour que nous fassions tout pour éviter d'emmener le gouvernement à prendre des décisions qui seront très difficiles et pour nous et même pour nos dirigeants. Voilà ce que je pourrais dire sur la question. Merci pour tout ce rappel. Professeur Bamba, vous qui travaillez, vous qui êtes ancien chercheur au Centre ivoirien de recherche économique et sociale, vous travaillez certainement sur la question, l'impact de cette crise sur le secteur informel en Côte d'Ivoire.
Oui, sur le secteur informel, nous essayons de voir un peu quelles vont être les conséquences. Mais la chose la plus évidente déjà, c'est que, comme on l'a dit, il y a une partie des activités informelles qui sont à l'arrêt. On sait qu'il y a beaucoup de gens dans le secteur de la restauration, dont les maquis et autres. Ensuite, les activités de loisirs, les bars, les débits de boissons, etc. et autres qui sont également touchés. Mais au-delà de ça, là où on a encore vraiment des difficultés pour pouvoir faire des recommandations de politique économique idoine, c'est en cas de prolongement de cette crise, parce qu'elle se traduit aussi par le fait que la durée du temps de travail des uns et des autres est en train de diminuer. Tout à fait. Alors, plus on diminue ce temps de travail-là, moins on va avoir de revenus, moins de richesses va être créées. Alors, est-ce que si jamais la crise s'est prolongée, ce qu'on ne souhaite pas du tout, au-delà d'une certaine période, comment faire pour continuer à arriver à approvisionner les populations en produits alimentaires? Voilà autant de questions qui se posent. Que vous devez vous poser aussi au CIRES. Nous posons ces questions, mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, comme je le dis, dans nos pays où on a vraiment ces systèmes informels-là, les solutions pour y parvenir sont très, très difficiles. Parce que les plus simples, c'est de dire, il faut subventionner les prix des produits alimentaires, etc., les produits de première nécessité. Mais dès que vous faites la subvention, c'est les mesures les plus injustes. Parce que c'est ceux qui n'ont pas besoin de subventions qui peuvent aller acheter, la plupart du temps. Le pic, justement, observé dans la consommation favorise malheureusement une flambée des prix. Oui. Et certains l'attribuent à une réalité économique qui est celle de la loi de l'offre et de la demande. Or, les industriels, les commerçants disent que l'offre est suffisante, elle existe. Alors, est-ce que la théorie économique est prise à défaut? Non, j'allais dire qu'au contraire, ça confirme la théorie économique. Quand vous arrivez sur un magasin... Vous avez une offre qui est abondante. C'est une exception économique. Lorsque vous arrivez au magasin et qu'il y a la queue des gens, en ce mois précis, tout ce qui est produit par l'entreprise n'est pas dans le magasin. Donc, le peu qu'on voit là, les gens se précipitent là-dessus. On a vu... Donc, il y a une mauvaise distribution. Où certains sont allés jusqu'à prendre 10 sacs de riz. Il y a des magasins qui limitent aujourd'hui le nombre d'articles par consommateur. Voilà. Sinon, les premiers jours, il y a des personnes qui sont allées prendre jusqu'à 10 sacs de riz. Alors, si lui seul prend 10 sacs, alors que le commerçant d'habitude, peut-être il ne vendait que 100 sacs dans le mois, si un seul vient prendre 10, bien sûr, les autres qui arrivent n'en ont plus. Et là, la spéculation se développe très rapidement. Professeur Banga, qu'est-ce qu'il faut faire pour que, à tout le moins, le prix soit maintenu? N'oublions pas, dans ce que le professeur dit qui est très intéressant, mais je vous le redis, la confiance et la perception sont deux facteurs assez importants quand on parle économie. Voilà. Vous avez 10 sacs de riz dans votre réserve. S'il y a 2 sacs, il n'y a que 2 sacs au moment sur votre table de marché, les clients, quand ils sont 10, 15, ils voient les 2 sacs. On crée une pénurie effective. Voilà, et donc tout le monde joue. Souvent, j'ai lu la dernière fois une stratégie citoyenne d'un magasin dans un pays qui, pour les gels hydroalcooliques, par exemple, multiplie par 50 quand vous l'achetez un deuxième gel. Pour vous empêcher déjà, c'était le premier gel à 1 €, mais le deuxième, il a 50 € pour ne pas qu'on prenne plus de 2 gels. Mais pour revenir sur la question par rapport à la maîtrise des prix, d'abord, il faut créer la confiance. Il faut que les Ivoiriens soient rassurés. Il faut que le gouvernement présente de plus en plus les stocks pour éviter de créer justement dans la tête des gens ce manque fictif qu'on peut avoir. D'ailleurs, je salue l'idée de laisser circuler, par exemple, les denrées alimentaires, voilà, dans cette mesure d'interdiction d'accès à Abidjan. Ça prouve que le volet économique de la crise inquiète et intéresse les dirigeants. Deuxième chose, c'est nous-mêmes les consommateurs. Comme vient de dire le professeur, si je rentre dans un magasin que j'achète 10 sacs de riz, je crée de la demande. C'est à nous d'avoir une consommation responsable, citoyenne. Je peux comprendre que dans l'inquiétude, on prenne 2 sacs de riz, mais de là, on prend 10. Voilà, c'est souvent aussi un manque de discipline, mais un manque de citoyenneté dans sa façon de consommer. Et enfin, troisième chose, l'État doit être présent parce qu'il y a des commerçants véreux, des gens qui veulent profiter de la peur, profiter de l'angoisse, profiter de la situation. C'est à l'État,
au ministère du Commerce de vérifier que les prix soient appliqués et de donner des sanctions exemplaires qui vont décourager tous ceux qui vont vouloir s'engouffrer et profiter de la peine des Ivoiriens. Les inspecteurs du commerce sont déjà sur le terrain. Je vous invite maintenant à écouter le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, qui livre les grands traits de ce que prévoit le gouvernement pour les entreprises. Le soutien de l'État va porter aussi bien sur les entreprises au niveau multisectoriel. Des soutiens qui vont concerner les grandes entreprises, les moyennes entreprises et les PME. Et sans oublier, connaissant un peu la structuration de notre économie et sa stratification, sans oublier le secteur informel, qui est également pris en compte dans le cadre, en tout cas, de l'élaboration de ce plan qui est en train d'être bâti. Alors, les opérateurs économiques crient au secours et voudraient des allègements fiscaux, des reports d'échéance, des engagements financiers, locatifs, etc. Que doit-on faire en pareille situation, professeur Bamba? Oui, je présume que le gouvernement est en train de travailler sur ces paquets de mesures, puisque le président de la République lui-même, lors de son intervention, a instruit le Premier ministre pour qu'on puisse élaborer un programme économique d'accompagnement. Donc, ces aspects-là vont être certainement abordés à ce niveau, avec le chiffrage financier des coûts qu'il faut. Mais quand on regarde un peu ce qui se fait un peu ailleurs, effectivement, bon, c'est pour les entreprises, il faut tout faire pour sauver l'outil de production. Parce qu'on espère qu'on sortira un jour de la crise, mais si on sort de la crise et que nos entreprises sont totalement détruites, ben on ne pourra pas relancer la machine productive. Donc il faut arriver à les sauver, faire en sorte qu'elles soient conservées. Ensuite, à côté de cela, les entreprises qui peuvent continuer à produire, celles-là aussi, il faut les accompagner pour qu'elles puissent continuer à produire. Donc tout cela peut passer ailleurs. Ce qu'ils ont fait, c'est soit des reports pour le paiement des impôts, soit parfois même des annulations pures et simples de certains impôts pour permettre au secteur privé vraiment de passer cette passe difficile-là, notamment les entreprises qui sont fortement touchées par la crise. Je voudrais qu'on fasse un peu appel à l'histoire et lorsqu'on interroge le passé, quels sont les modèles de résolution en termes économiques pour les entreprises dans ces situations, même si l'ampleur n'est pas la même? Bon, le professeur vient de le dire, il y a une politique interventionniste de l'État qui va essayer, lui, de prendre sur lui, en quelque sorte, les failles de ces entreprises pendant un temps. Donc, comme on l'a dit, souvent on l'a vu en 2008, avec des fonds qui ont été injectés massivement dans la finance mondiale pour sauver les banques. Voilà, les États du monde entier. On le voit aussi souvent avec l'État qui peut décider sur un temps d'annuler des impôts pour certains secteurs quand même. Parce que l'idée, c'est de trouver les secteurs les plus touchés et les aménager et les soulager. Donc, c'est cette politique interventionniste qui est très souvent utilisée. Deuxième chose sur laquelle on compte, c'est de se dire les moments de guerre et de crise vont contracter et la production et la consommation, en se disant qu'au lendemain de la guerre, pour prendre la guerre mondiale par exemple, ou la première guerre, il y aura un boom à la fois dans la production et la consommation. Ce qui fait qu'au lendemain de la première guerre mondiale, on a par exemple la Belle Époque, et au lendemain de la deuxième guerre mondiale, on appelle en Occident ce qu'on appelait les 30 glorieuses, parce que justement, 10 années de contraction économique ont libéré un boom. Quand on prend un pays comme le nôtre, après une décennie de crise, on voit que nous sommes repartis, il y a une croissance exponentielle. Sauf que là, on est dans une crise sanitaire et donc il faut avoir des gens pour pouvoir relancer l'économie. Donc en ce moment, on doit faire tout pour que les conséquences sanitaires déjà soient réduites. Ok, on parle des entreprises, il y a aussi les consommateurs qui sont des acteurs économiques. Certainement qu'ils voudraient des décisions de soulagement. Oui, naturellement, nécessairement, tout le monde en ce moment-là veut se faire soulager. Pourquoi? Parce que une bonne partie des consommateurs ont une activité liée à leur production économique. Ceux qui sont dans le commerce, ceux qui sont dans l'informel ont plus de revenus quand il y a plus d'activités. Sauf qu'il y a moins d'activités et certains auraient aimé qu'ils soient soulagés. Par exemple,
Je prends un exemple très concret. Le monsieur qui a son petit maquis qui est fermé alors qu'il doit payer le loyer du maquis, il doit payer la facture, il a des questions. Mais je pense que le gouvernement y réfléchit. Le Premier ministre a annoncé un plan de riposte d'à peu près 100 milliards de francs CFA. Donc je pense que forcément, j'espère en tout cas, que dans les jours qui viennent, on pourra avoir des mesures. Toute dernière question de cette émission. Il est clair, professeur Bamba, que le monde économique ne sortira pas de cette crise sans séquelles. Quels seront les leviers d'abord d'une mise à niveau, ensuite d'une relance économique? Les leviers, c'est les pays qui vont mieux protéger leurs outils de production pendant la période de crise, vont être ceux qui vont être relancés assez rapidement. Et la Chine est en train de montrer l'exemple. On voit dès que la situation a commencé à s'estomper, la Chine est en train de reprendre assez rapidement. Donc on espère que ça va être à peu près la même chose pour l'ensemble des pays. Et que c'est une crise qui va être maîtrisée d'ici en tout cas la fin du premier semestre dans la plupart des pays où elle est déjà déclenchée. Si cela arrive à se faire, le rebond sera assez rapide et il peut y avoir un fort effet de rattrapage. Mais si ça se prolongeait jusqu'en septembre et au-delà, c'est là que l'inquiétude devient beaucoup plus importante. C'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, personne n'arrive à faire de bonnes prévisions sur ce qui va se passer. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour Ça fait l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis. J'étais en compagnie du professeur Ngaladio Bamba et du docteur Arthur Banga. Restez sur la chaîne qui rassemble et à bientôt.